Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ilef Kassab. Je suis conseillère aux droits humains pour la région MENA à l'Organisation mondiale contre la torture. Comme vous le savez tous, à travers l'Afrique du Nord, les murs autour de l'espace civique se referment. Les lois qui devaient protéger sont utilisées pour faire taire. Les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes sont visés non pas pour avoir violé la loi, mais pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nommer cette réalité. Une fermeture coordonnée de l'espace démocratique, que ce soit en Égypte, en Tunisie, en Algérie ou ailleurs, mais aussi pour parler de résistance, de la manière dont les défenseurs continuent à parler, s'organiser et se protéger malgré le coût toujours plus élevé. J'ai l'honneur de modérer cette discussion, cette session organisée par le Committee for Justice, avec le soutien de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, de la Ligue tunisienne pour les droits de l'homme et de l'Organisation mondiale contre la torture. Aujourd'hui, nous avons avec nous notre collègue Mohamed Lotfi. Mohamed Lotfi est le directeur exécutif de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés. Nous avons également Nejed Zamouri, la première vice-présidente de la LTDH, et nous avons Zakaria Ben Lahrish, gérant de la Fondation de la promotion pour la promotion des libertés. Donc, nous commençons avec l'Égypte, où la répression contre les voix indépendantes atteint l'un de ses niveaux les plus intenses. Ces dernières années ont été marquées par des vagues d'arrestations, d'interdictions de voyager et de campagnes de diffamation visant des journalistes et des défenseurs, y compris les avocats et avocates, souvent sans aucune garantie de procédure régulière. Donc, Mohamed, quelles sont selon toi les tendances les plus inquiétantes dans l'espace civique égyptien aujourd'hui ? Merci beaucoup. Généralement parlant, l'espace civique en Égypte est confisqué. Confisqué depuis 2013 parce que les droits à liberté d'association, d'expression ou d'assemblée sont vus comme une menace à la sécurité de l'État en tant que tel. Et donc, le gouvernement égyptien, depuis 2013, prend des mesures de contre-attaque contre tous les gains que les Égyptiens ont obtenus depuis 2011 avec la révolte contre Moubarak. Et donc, c'est une attaque systématique contre toute voix indépendante, que ce soit des journalistes, des étudiants, des partis politiques, des manifestants, à tous les niveaux. Et le plus récemment, si on regarde sur les libertés de réunion ou d'assemblée, on a vu plusieurs manifestations par des Égyptiens en solidarité avec la cause palestinienne. Plus de 170, plus même, presque 200 ont été arrêtés dans ces manifestations depuis octobre 2023. Aujourd'hui, on compte plus de 125 Égyptiens qui vont bientôt faire 2 ans de détention provisoire, accusés donc de appartenance à groupe terroriste. Hein, on parle de l'Égypte ici, on ne parle pas d'Israël. Okay? Accusés de appartenance à groupe terroriste, manifestation illégale et propagation d'informations fausses visant à nuire à la sûreté de l'État. Des activistes féministes sont allés devant le bureau de l'ONU UN Women au Caire pour présenter une pétition en solidarité avec les femmes palestiniennes. Elles ont toutes été arrêtées. Certaines ont été harcelées sexuellement et elles ont présenté des plaintes au procureur à propos de cet harcèlement et rien
n'a été pas de suivi de la part des autorités d'investigation. Si on revient un peu plus loin derrière, en 2022, l'Égypte a organisé en tant que pays hôte de la conférence sur le climat, la COP 27, dans Sharm el-Sheikh. Plus de 1000, il y a eu des appels de manifestations contre le gouvernement en parallèle avec ce qui se passait à Sharm el-Sheikh. Plus de 1500 Égyptiens ont été arrêtés pendant le mois d'octobre et de novembre 2022. Jusqu'à maintenant, plus de 700 sont encore détenus dans ce cadre, donc plus de 2 ans plus tard. Et je dis 2 ans parce que c'est la durée maximale. L'Égypte est gouvernée, donc, ou ce droit est gouverné par 2 lois. La loi de 2013 sur les manifestations, d'accord, et une loi de 1914. C'est une loi promulguée par le protectorat britannique de l'Égypte juste avant le début, ou avec le début de la Première Guerre mondiale. Donc ces lois sur les manifestations qui interdisent les réunions publiques sont des lois qui ont été inventées par le colonisateur, par les forces d'occupation, pour maintenir ce qu'ils appellent la paix publique, ce qu'ils appellent la paix sociale dans leur colonie. Et on sait très bien, quand les forces de colonisation utilisent le mot paix ou pacifier, c'est en fait réprimer ces peuples pour qu'ils ne puissent pas demander leurs droits. Et donc en Égypte, on continue à utiliser, les procureurs continuent à utiliser cette loi de 1914, non en tant que colonisateur, mais en tant que nouvelle élite au pouvoir en Égypte depuis. Et la loi de 2013 est aussi inspirée par cette même idée de prohibition des manifestations avec l'excuse de préservation de l'ordre public et de la paix sociale et de la moralité et tout ce que vous voulez pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il veut. En ce qui concerne la liberté d'association, on a eu un développement positif c'était l'année dernière, si je me rappelle bien, avec la fermeture d'une investigation qui datait de 2011 contre maintes organisations égyptiennes indépendantes des droits de l'homme. C'était des accusations de recevoir des fonds de l'étranger, etc. Et donc, beaucoup d'ONG au long des 10 dernières années ont dû fermer ou arrêter de travailler. Donc, c'est une guerre d'attrition qu'on a vue. Aujourd'hui, on compte peut-être 5 organisations indépendantes en Égypte et encore 5 ou 10 qui sont plutôt dans la diaspora. Et donc cette société civile des droits de l'homme très indépendante et très riche qui existait en Égypte jusqu'à très récemment a été donc il y a moins d'organisations qui représentent ceci. Au niveau mais ça ne veut pas dire que des défenseurs des droits de l'homme ne sont pas arrêtés. On continue à compter plus de 30 avocats défenseurs de détenus politiques qui sont aujourd'hui en détention. Des défenseurs comme Ibrahim Metwalli. Ibrahim Metwalli est un père de disparus, avocat, et a formé une association qui s'appelle l'Association des familles de disparus en Égypte, avec d'autres parents de disparus ou frères et sœurs de disparus, et donc devait aller à Genève en septembre 2017, donc il y a déjà maintenant 8 ans, devait partir à Genève pour rencontrer le groupe de travail sur les disparitions forcées. Il a été arrêté à l'aéroport du Caire, disparu pendant 2 jours, torturé, électrocuté, puis accusé de organiser ou établissement d'une organisation terroriste, ça c'est l'association des familles disparues. Deuxièmement, de propager des informations fausses visant à nuire la sûreté de l'État, en liaison avec une organisation étrangère. Et l'organisation en question ici, c'est l'ONU. Donc vous imaginez le degré de répression qui a lieu à ce niveau-là. Même les ONG qui sont enregistrées sous la loi des ONG, donc des organisations qui sont dans le développement, dans le droit des femmes, dans des sujets non politiques qui ne relèvent pas des questions que le gouvernement n'aime pas, même cela, il y a une ingérence, une intervention continue de la part des autorités et du gouvernement pour ou arrêter leur travail, pour leur mettre des obstacles,
pour leur demander de changer leur board, y compris exclure les fondateurs eux-mêmes du board. Et donc, le gouvernement se félicite, je ne sais pas pourquoi, d'une ONG, d'une loi sur les ONG de 2019 qui permet la notification, donc l'établissement par notification, alors qu'en réalité, même les ONG qui ne travaillent pas dans les droits de l'homme de manière directe n'arrivent pas à opérer, et plusieurs des gens que je connais personnellement ont dû fermer ou réduire complètement leur travail à ce niveau de développement. Quand on parle de droit, liberté d'expression, on compte environ 24 journalistes détenus en Égypte. Le chiffre est stable, mais il y a des relâchements et il y a des arrestations. Donc, si on regarde les 3-4 dernières années, on en est à 24, mais ce n'est pas les mêmes 24. Donc, on a Alaa Abdel Fattah qui a été relâché finalement après beaucoup de campagnes de sa brève mère, courageuse mère en Angleterre et en Égypte. Le lendemain, vraiment 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, Ismail Eskandarani, qui est aussi un journaliste et chercheur, a été arrêté sur des bases similaires que Alaa Abdel Fattah. On a un cartooniste, un dessinateur de caricatures de Al-Manassa, qui est une des deux seules plateformes de médias indépendants en Égypte. Ashraf Omar a disparu, il a été torturé, il est toujours en détention provisoire, maintenant ça fait plus d'un an et demi. Quand on parle de liberté d'expression, c'est aussi les Égyptiens normaux qui ne sont pas nécessairement politisés. Ce sont des gens qui ont ras-le-bol de la vie chère, du chômage, des conditions économiques, ou qui ont exprimé même une solidarité avec la cause palestinienne ou autre cause qu'ils pensent injuste en Égypte. Ceux-là sont aussi arrêtés sur la base de la loi sur les crimes de l'Internet, cybercrimes, et qui sont accusés. On voit même des filles vraiment sur TikTok et d'autres formats créateurs de contenu qui parlent pas politique, hein, qui parlent de toutes choses qui concernent la nouvelle génération, et qui sont arrêtés sur la base de cette même loi sur les cybercrimes, et qui sont accusés de enfreindre à la moralité et aux valeurs de la famille égyptienne. Donc, on a le pire des fondamentaux islamistes en ce moment, et on a le pire de la dictature et de la mentalité dictatoriale qu'on trouverait dans les militaires. On a le pire des deux en ce moment combinés ensemble, comme quoi, soi-disant, le gouvernement protège les Égyptiens du fondamentalisme et de l'islamisme, mais en réalité recycle leurs discours et leurs valeurs et les met en œuvre par la force contre la société, et punit toute personne qui s'exprime librement, que ce soit à travers leur travail de défense des droits de l'homme, leur travail dans des associations, les partis politiques, les syndicats ouvriers ou professionnels, ou à travers même les médias en général et les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup, Lotfi, pour cet aperçu clair. Surtout dans un contexte où l'Égypte essaie toujours de peindre une image de réforme et de paix sociale. Parler de la réalité égyptienne, de la réalité des défenseurs des droits de l'homme, de la liberté d'association, d'expression, etc. en Égypte est très importante dans ce genre d'institutions régionales, parce qu'on le fait tout le temps au sein de l'ONU, etc. Donc notre présence ici, surtout par rapport à l'Égypte, est très importante. Passons maintenant à la Tunisie, longtemps perçue comme exception démocratique, mais où les libertés sont de plus en plus restreintes. Donc, Najed, comment décririez-vous l'évolution de l'espace civique
en Tunisie depuis les changements politiques quasi récents? Bon, merci Ilef. Merci à l'audience également, ceux qui ne sont pas tunisiens, qui viennent ici pour s'informer de la situation en Égypte, en Tunisie, mais aussi en Algérie. Oui, alors moi, je te remercie beaucoup d'abord pour l'introduction, c'est-à-dire je n'ajouterai pas grand-chose. La Tunisie traverse actuellement une phase critique de son histoire, notamment après la révolution, le soulèvement de 2011, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui est en jeu également, ce n'est pas seulement la survie des institutions démocratiques, mais celle de l'esprit même de la révolution tunisienne qui est mise en cause. Un esprit fondé normalement sur la dignité, la justice et la liberté. Alors, depuis quelques années, disons depuis 2022, nous assistons à une concentration inquiétante du pouvoir. Une seule personne qui monopolise le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et autres. Et s'il le veut, il voudrait également s'accaparer même les médias. Le Parlement est marginalisé. Il y a également une instrumentalisation du système judiciaire pour faire taire la dissidence et en plus la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme et toutes les activités qui sont en lien avec les droits des hommes et évidemment nous sommes traités de tous les torts. Donc ce que j'appelle, moi, le rétrécissement de l'espace civique en Tunisie, c'est une réalité alarmante. Et même ceux qui ont soutenu en quelque sorte les changements après 2022 commencent à se remettre en question et commencent à mettre aussi en question ce qui s'est passé et à s'aligner à la réalité et à la vérité que vraiment les choses deviennent de plus en plus alarmantes. Mais malheureusement, ce qui avait été conquis au prix de lutte, de sacrifices depuis des décennies, et là, c'est-à-dire, je parle de la révolution, bien du soulèvement de 2011, maintenant il est en train de s'effriter à une vitesse inquiétante. La parole libre, jadis symbole de la transition démocratique, est désormais surveillée, sanctionnée, voire même criminalisée, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, parlons des défenseurs des droits humains d'abord, en tant que moi-même défenseur des droits humains, etc. À part la criminalisation, il y a la diabolisation et la chasse à la sorcière, comme j'appelle. Partout, le lynchage médiatique, partout, nous sommes traités de tous les torts, des traîtres, des vendus à la solde des organisations internationales, etc. Il y a également la poursuite des journalistes, les avocats, les syndicalistes, les opposants politiques font l'objet de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de campagnes de dénigrement orchestrées pour discréditer leur engagement sur la base de quoi? Sur la base d'un décret qui s'appelle 54. C'est un décret vraiment qui... c'est la guillotine, quoi. Pardonnez-moi le mot, c'est une métaphore. C'est-à-dire, ceux qui passent vraiment sous ce décret, il se verra vraiment en prison sans savoir pourquoi. Et là, nous, en tant que défenseurs des droits humains, on se dit parfois entre nous, alors, qui est le suivant? Qui est le suivant? On ne sait plus. Donc, tout est aléatoire, tout est arbitraire. Et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, LTDH, elle-même, donc forte, vous le savez très bien, je l'espère, de son histoire et de son indépendance politique, subit pour la première fois, et même plus que sous le règne de Ben Ali, depuis plusieurs mois, une violente campagne de diffamation et d'intimidation visant à la réduire au silence, surtout les militants des régions.
parce que plus ou moins ils sont loin des plateformes médiatiques et de tous les médias. Donc, et ils sont carrément victimes de cette diabolisation. Notamment en 2023. 2023, vous vous rappelez, enfin, je parle notamment en tunisien, ils le savent très bien, ce fameux discours de février 2023 à propos des migrants et la théorie du grand remplacement et la chasse aux sorcières aussi, j'utilise le mot pour la deuxième fois, des migrants. Et on a assisté et on a traité, nous, en tant qu'LTDH, ces dossiers de très près. C'est-à-dire, il y a eu une chasse à l'homme. On arrêtait tout le monde de couleur noire. Il y avait même des Tunisiens qui sont de couleur noire et ils étaient arrêtés, emprisonnés. Il y avait des migrants, des étudiants qui sont en règle, en situation réglementaire, qui ont été arrêtés. Pourtant, ils avaient des examens à passer, des masters à soutenir, etc., des PFE, un projet de fin d'études à soutenir. Ils étaient arrêtés rien que parce qu'ils sont noirs. Donc, d'une part, et les manifestations depuis cette date-là, pacifiques, hein, je dis bien pacifiques, donc nous prônons le pacifisme évidemment, sont restreintes, les syndicalistes harcelés, défenseurs des femmes, mes collègues, mes amis qui sont actuellement en prison. Hein, je cite Shrif Arieh et je voudrais bien citer Saadia, Msbeh et autres qui sont passés sous ce rouleau compresseur, qui sont actuellement en prison. Et pourquoi ? Parce qu'elles défendaient le droit des migrants en Tunisie. Elles sont en prison. Et il y a une cinquantaine, il y a des universitaires, il y a des hommes et des femmes dignes, des militants des droits humains. Donc, ils sont actuellement en prison. Leur unique tort, entre guillemets, c'est d'avoir justement défendu les migrants à cette époque-là. Moi, je pense que cette tentative de délégitimation n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une logique plus large de réduction au silence des voix indépendantes. Alors, ce climat, justement répressif, ne s'arrête pas aux portes des institutions. Il touche aussi les citoyens et les citoyennes ordinaires, désormais eux aussi exposés à des poursuites simplement pour avoir exprimé une opinion. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très récent. C'est un exemple vraiment très choquant et très burlesque carrément. C'est celui d'un citoyen lambda, un journalier, un commun des Tunisiens, qui a rédigé des statuts Facebook pour dénigrer le président. Il a été condamné à la peine de mort. Il a été condamné à la peine de mort pour avoir écrit quelque chose sur le président. Bon, évidemment, il a été après acquitté. Et les gens étaient très contents. Ils disaient « Ah, voilà, le président l'a acquitté. » Oui, mais cet acquittement est preuve aussi de la dépendance du pouvoir judiciaire du système politique. C'est-à-dire, les juges, d'une part, travaillaient sous la pression. Donc, ce juge-là qui a prononcé ce verdict, il était sous pression, soit parce qu'il avait peur de ne pas condamner cet homme-là à la peine de mort, soit par excès de zèle, pour plaire évidemment au président. Et je répète que cet acquittement est une honte aussi, est une honte parce que ça se voit, c'est une preuve également que le système judiciaire est très très dépendant du régime politique. Voilà donc l'attitude des autorités maintenant à l'égard de la société civile, puisque nous parlons du rétrécissement de l'espace civique,
repose désormais sur la méfiance. Et je l'ai dit hier au commissaire des droits humains, je lui ai dit, nous vivons quotidiennement avec la peur au ventre. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Moi, je plaisantais avec mon collègue hier. Je lui ai dit, c'est pas garanti qu'on va rentrer en Tunisie. Nous sommes ici, oui, mais est-ce qu'on garantit de rentrer? Autrefois, après 2011, on n'avait pas cette peur-là. Moi, personnellement, je la sentais avant 2011. Et depuis 2011, depuis la Révolution jusqu'à 2022, j'ai quasiment oublié cette sensation, mais cette sensation refait surface et je la ressens encore une fois. C'est, entre guillemets, c'est du déjà vu, voilà. Donc, les associations sont confrontées à des entraves administratives, à des discours, comme je viens de le dire, hostiles, à des restrictions de financement, sous couvert de souveraineté nationale, Siyada al-Wataniya. Et là, on vient au discours populiste. Et dès qu'on parle de souveraineté nationale, et hop, tous les gens, évidemment, applaudissent. Oui, 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 il faut garder cette souveraineté nationale et ces organisations sont à la solde des organisations internationales. Et c'est une stratégie. C'est une stratégie politique qui vise carrément à affaiblir les acteurs civiques, à isoler les ONG et à rendre toute opposition pacifique inopérante. Ça, nous le savons très bien. Comment le faire parvenir aux Tunisiens? Personnellement, je ne le sais pas. Tant que le discours populiste donc prend le dessus, je ne sais pas comment arriver à convaincre les gens qu'il s'agit vraiment d'une stratégie pour affaiblir, pour marginaliser les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont les organisations de la société civile et notamment les défenseurs des droits humains, mais aussi les partis politiques opposants. Oui, mais une question demeure là. Pourquoi la société tunisienne ne se soulève-t-elle pas face à cette régression? Je me pose la question moi-même. Pourquoi? Plusieurs journalistes me l'ont posé carrément. Dès que je parle de cette situation, il y a des journalistes internationaux notamment. Oui, mais vous vous êtes soulevés en janvier 2011. Pourquoi vous ne faites pas la même chose comme s'il s'agit d'une chose très très simple. Donc voilà, comme si on l'a là, au bout des doigts. Et pourquoi c'est un président qui est élu, etc. Comment faire expliquer cette contradiction, si vous voulez, aux gens? Les Tunisiens sont épuisés, couramment. Ils nous ont poussés vers l'usure. Nous sommes fatigués. Les Tunisiens sont fatigués. La crise économique prend le dessus. Les Tunisiens maintenant cherchent à trouver du travail, un travail digne. Ils cherchent à garantir une sécurité à leurs enfants, des études à leurs enfants, un accès à la santé publique. Donc voilà les priorités des Tunisiens. C'est pour cela qu'ils vraiment sont fatigués, ne cherchent pas à refaire l'expérience de la révolution ou même d'un soulèvement. Parce que également, on vit dans un climat continuel de crainte et de précarité où la parole libre peut mener à la prison et finalement, parce que la population, accaparée par la survie quotidienne, peine à croire encore. Sinajet, en effet, malheureusement, l'expérience tunisienne montre à quel point même les avancées les plus importantes peuvent être fragiles. C'est pas grave. Alors, maintenant, enfin, abordant la situation en Algérie avec Zakaria. La situation en Algérie où la répression des associations et des militants et militantes s'est accentuée depuis le mouvement du Hirak. Donc, Zakaria, quels sont les principaux défis auxquels font face aujourd'hui les défenseurs en Algérie? Merci. Merci beaucoup aux organisateurs de ce panel et pour cette occasion que je trouve une occasion
précieuse pour nous et pour moi personnellement en tant qu'avocat et gérant de la Fondation pour la promotion des droits en Algérie. Et aussi en tant que voix de ceux et celles qui sont actuellement en Algérie et qui continuent à défendre les droits humains avec difficulté, avec peur. Mais il y a toujours cette résilience, cette volonté de croire qu'il y aura des jours meilleurs. Donc, je vais vous exposer le contexte actuel en Algérie, qui est un contexte de fermeture, qui est un contexte de rétrécissement. Je vais vous exposer aussi une petite analyse sur cet impact de fermeture et de rétrécissement des libertés et des droits, et un témoignage personnel aussi. Et je vais terminer par un mot d'espoir, par des graines d'espoir, qui sont la solidarité et la résilience. Donc je vais commencer par le contexte général de rétrécissement sans précédent. Depuis quelques années, l'Algérie connaît une fermeture progressive, mais profonde dans son espace civique. Après l'élan d'espoir suscité par le Hirak en 2019, qui a rassemblé des millions de citoyens dans un élan pacifique et démocratique. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, vraiment, on était fiers d'être algériens. Et cette fierté, pour nous, c'était vraiment symbolique et c'était important. Nous avons montré, à travers le Hirak, qu'il y a de l'espoir pour d'autres peuples. Nous avons montré qu'on avait cette volonté de résister, de créer un État de droit dont tout le monde espère. Mais là, aujourd'hui, vraiment, on a peur de dire qu'on est algérien. Cette peur est suscitée à travers l'image que l'État algérien donne des Algériens. Donc, depuis le Hirak, le gouvernement devait choisir normalement le dialogue, la démocratie, mais il a choisi l'outil du rétrécissement. Les lois qui régissent les associations, les rassemblements, la liberté d'expression déjà restrictive sont utilisées par l'État comme un instrument de contrôle politique. La loi de 2012 sur les associations, qui normalement protège ce droit et garantit ce droit, qui est aussi énoncé dans la Constitution algérienne, dans la Charte africaine, est utilisé aujourd'hui pour empêcher toute organisation indépendante d'exister également. Aujourd'hui, des dizaines d'associations ont été dissoutes. Parmi elles, l'organisation historique, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Malheureusement, ces répressions ne se limitent pas à la dissolution. Elles prennent plusieurs formes aussi. Les autorités aujourd'hui refusent systématiquement les agréments aux nouvelles organisations et syndicats autonomes, parfois même fournir des réponses officielles. Les militants associatifs et défenseurs des droits humains font face à des arrestations arbitraires, souvent sous accusations vagues, comme atteinte à l'unité nationale, propagation de fausses informations ou lien avec organisations étrangères qui sont généralement des ONG. L'interdiction de quitter le territoire national à l'encontre des défenseurs des droits humains sans même la possibilité et le droit de faire un recours. Nous avons récemment assisté à un cas exceptionnel d'interdiction d'entrer dans le territoire algérien pour une Algérienne, présidente d'ONG et porte-parole des familles des disparus en Algérie, qui s'appelle Madame Nassera Dutour. Les médias indépendants ont été réduits au silence par la censure, les poursuites judiciaires et les retraits de licences. L'espace numérique, autrefois refuge pour l'expression libre, est aujourd'hui surveillé. Des militants sont condamnés pour des simples publications sur Facebook.
la pénalisation de l'acte de solidarité. Aujourd'hui, en Algérie, tu ne peux pas montrer ta solidarité envers les migrants subsahariens ou même les détenus d'opinion en contrepartie ou là, au risque d'être poursuivis en justice. Tout cela crée un climat de peur et d'autocensure. Maintenant, je reviens à ce que Madame la vice-présidente de la Ligue tunisienne avait évoqué comme point. C'est pourquoi les Tunisiens n'arrivent pas aujourd'hui à se mettre face au système politique. Et c'est pareil pour l'Algérie. Ça veut dire que c'est impossible maintenant d'avoir un nouveau Hirak, vu la situation actuelle, parce qu'il y a vraiment un climat de peur et d'autocensure. Beaucoup d'acteurs civiques hésitent à s'exprimer publiquement, à organiser une réunion ou même à publier un communiqué. Maintenant, il faut savoir que travailler dans le domaine des droits humains en Algérie, c'est travailler dans l'incertitude permanente. C'est déposer un agrément, une demande d'agrément, sans jamais recevoir de réponse. C'est organiser un atelier ou un congrès pour les syndicalistes autonomes et de ne pas recevoir l'accord des autorités. C'est recevoir des convocations de la police judiciaire pour tout le monde, y compris pour les avocats et pour les défenseurs des droits humains, justement ou juste pour avoir participé à une réunion ou un colloque ou à une formation avec des partenaires étrangers qui sont des ONG internationales. C'est aussi voir ses collègues poursuivis et emprisonnés pour avoir exprimé une opinion et autres collègues malheureusement en exil parce qu'ils ont subi des persécutions du système politique. C'est aussi pleurer nos jeunes qui rêvent de vivre une vie meilleure et qui prennent quotidiennement des embarcations de fortune pour rejoindre l'autre rive et sans jamais y arriver. Mais malgré tout cela, il y a une chose que la répression n'a pas réussi à éteindre, c'est la conviction que notre engagement est juste et nécessaire. Nous continuons, souvent dans la discrétion, à documenter les violations, à soutenir les victimes et maintenir un lien entre la société civile algérienne et les réseaux régionaux africains et internationaux. Malheureusement, il y a des conséquences profondes aussi à cette fermeture, à cette restriction. Cette répression en elle-même ne touche pas seulement les militants, elle a ses conséquences structurelles sur notre société. L'affaiblissement, par exemple, du tissu associatif local. Des centaines d'associations communautaires disparaissent faute de reconnaissance légale. Il y a une perte de confiance entre les citoyens et les institutions. L'isolement international du pays. La société civile algérienne n'est presque plus visible dans les forums régionaux. Et je pense que vous l'avez remarqué, c'est à l'occasion de ce forum. Et surtout, une régression démocratique sans contre-pouvoir, sans médias indépendants, sans société civile forte, les dérives autoritaires se multiplient. Donc j'arrive vers la fin. Et on nous colle toujours l'étiquette d'être pessimiste, mais là je vais être vraiment optimiste, et je suis optimiste. Nous assistons à une résilience remarquable de nombreux acteurs civiques, notamment des jeunes et des femmes, qui continuent à s'engager autrement à travers des initiatives culturelles, environnementales, numériques. De nouvelles formes d'organisation émergent, certes informelles, décentralisées, mais solidaires. Elles témoignent d'une créativité citoyenne qui résiste au contrôle et au découragement. C'est ici que la solidarité joue un rôle crucial. Nos luttes ne sont pas isolées. Les défenseurs égyptiens, tunisiens, marocains partagent les mêmes défis. C'est ensemble que nous pouvons faire entendre nos voix et exiger que les États respectent les obligations qu'ils ont librement signées. Je termine sur une note d'espoir. Malgré la peur, la répression, le désir de liberté restent
vivant en Algérie. Il bat dans le cœur de chaque jeune qui refuse le silence, dans chaque femme qui crée un espace d'autonomie, dans chaque militant qui persiste à croire en la dignité humaine. Ce que nous demandons n'est pas un privilège. Ce que nous faisons n'est pas une exception. C'est un droit, le droit d'exister, de militer, de s'associer, de parler, de rêver d'un avenir meilleur pour notre pays et pour nos pays. Et tant qu'il y a cet espace ou des espaces comme celui-ci, tant qu'il y a des voix qui s'élèvent ensemble, nous ne serons jamais seuls. Merci. Merci Zakaria. En fait, ce qui ressort de nos échanges, c'est que la répression prend parfois des formes différentes, parfois des formes similaires selon les pays, mais poursuit le même objectif qui est de faire taire, isoler et épuiser. Et pourtant, partout en Afrique du Nord, les défenseurs continuent à résister, à se relier et à se reconstruire. Notre tâche est évidemment de transformer cette résilience en force régionale, comme a dit Zakaria, une force que les gouvernements ne pourront pas effacer. Donc, j'aimerais bien poser une dernière question à nos speakers, à nos intervenants, intervenantes. Selon vous, est-ce qu'on peut, en tant que défenseur, en tant qu'acteur de la société civile, comment est-ce qu'on pourrait renforcer la coopération régionale entre les défenseurs, les organisations, les réseaux d'Afrique du Nord et de l'Afrique en général en tant que continent, pour qu'elle soit plus stratégique et plus impactante. Il serait très important également de proposer des recommandations pour la Commission, brièvement, parce qu'on n'a plus énormément de temps, étant donné qu'on est dans cet espace, qui concerne cette vision d'avoir ou d'être plus stratégique sur le plan continental, de travailler ensemble. Voilà. On commence par Lotfi, après Najet et enfin Zakaria. Donc rapidement, oui, on a beaucoup de points communs, on a beaucoup de défis très similaires et c'est aussi des régimes qui emploient des méthodes très similaires, les trois. Donc, et nos tactiques ou nos moyens sont limités pour arrêter ces attaques contre les libertés d'expression, d'association ou d'assemblée. Et je pense qu'on pourrait commencer par pouvoir échanger dans la région de l'Afrique du Nord, échanger ensemble des idées ou même partager des opportunités comme celle-là. Ça, c'est une opportunité pour qu'on puisse parler ensemble et qu'on puisse présenter nos points de vue sur ce qui se passe dans nos pays. Donc, je ne pense pas qu'on prend assez de temps en tant qu'ONG égyptienne ou algérienne ou tunisienne pour dire et notifier les autres qui ont les mêmes défis que cette opportunité se présente à eux et il y a de l'espace pour qu'on puisse les rejoindre dans ce travail. Donc, c'est quelque chose à garder en tête pour l'avenir. Idéalement, peut-être une plateforme, je ne sais pas, de l'Afrique du Nord ou des ONG indépendantes de l'Afrique du Nord pour qu'ils puissent partager régulièrement, mensuellement, annuellement même, leur plan de travail et les opportunités différentes au niveau régional ou à l'ONU ou autres, etc. Donc voilà, des recommandations. Pour moi, la recommandation principale, c'est la libération immédiate de toute personne détenue pour avoir pratiqué pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, d'opinion, d'assemblée ou d'association. Merci. Merci Lotfi. On passe à Najet. Merci à toi, mais
Avant de répondre, si vraiment j'ai une réponse, hein, parce que j'aimerais plutôt saisir cette occasion qui est très importante vu le contexte actuel où nous en sommes et la participation au forum des ONG à l'occasion du 85e session. Je tiens d'abord à demander le rétablissement de la répartition des pouvoirs et l'indépendance de la justice en Tunisie. 1. 2. Garantir la liberté d'expression d'association. Comment? Abroger le décret-loi 54 et tous les textes contraires aux normes constitutionnelles et internationales des droits humains. 3. Protéger les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes, et les libérer tout de suite, à court terme. Mettre fin aux campagnes de diffamation, aux arrestations arbitraires et à la criminalisation de l'opinion. Je te dirai comment tout à l'heure. J'attends de finir d'abord. 4. Préserver la vitalité de la société civile, le seul garant de toute démocratie. C'est faciliter les démarches administratives, garantir la transparence des financements, bien sûr, mais promouvoir un climat de dialogue avec les ONG nationales. Et là, n'oubliez pas le rôle que la LTDH a joué lors du dialogue national en 2013, ce qui nous a évidemment permis de recevoir le prix Nobel en 2015. Pour ceux qui ne le savent pas, donc notre organisation a reçu le prix Nobel en 2015 pour avoir participé à un dialogue national très pacifiste. 5. Réformer le système pénitentiaire. Je ne l'ai pas dit, pardon, je n'avais pas suffisamment le temps, mais maintenant, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers, le taux qu'on appelle ça, Wahib, le taux d'incarcération, merci Lotfi, et la surpopulation est à l'ordre de 200% dans la prison. Et donc, réformer le système pénitentiaire, renforcer la participation politique des femmes et des jeunes, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, réinstaurer un dialogue national inclusif associant partis, syndicats et société civile. Comment? Tant que nous sommes ici, moi je dis il faut rendre les autorités redevables via les instances actuellement africaines devant la Commission africaine des droits humains. La Tunisie a ratifié toutes les conventions, donc la Tunisie est redevable et elle doit vraiment elle doit respecter toutes les conventions qu'elle a signées. Voilà. Merci. Écoutez, moi je vais répondre brièvement. Je pense que, bon, déjà la situation actuelle, c'est que les gouvernements, ce que nous avons remarqué, les gouvernements s'allient contre leur peuple, et ils arrivent bien à le faire. Donc la solution, en tout cas pour nous, est dans cette atmosphère-là. Donc il faudrait vraiment s'allier pour avoir un impact sur nos activités. Je me souviens d'une action que j'ai vue dans un film de Nelson Mandela, qui était une action vraiment qui m'a marqué. Ses amis voulaient faire des actions individuelles. Donc, pour leur expliquer facilement qu'il faudrait s'allier ensemble et faire des activités collectives, il leur a juste montré avec sa main que si toi, tu fais une action individuelle, et toi, etc. Mais ensemble, on pourrait avoir une force et avoir un impact sur nos actions. Donc, souvenez-vous vraiment de cet exemple. Merci. Merci Zakaria. Je pense... je donne la parole à Lotfi, à Nejet et Zakaria. 1 minute par intervenant. Je suis désolée. Je réponds en français ou on a?
Français ou anglais, comme ça il y a tout le monde qui vous Ok, comme ça, tout comprend. le monde comprend. Voilà. Sur la question de les listes pour les pardons présidentiels, nous avons préparé en tant qu'organisation indépendante des droits de l'homme en Égypte une liste de plus de 5000 noms que nous avons envoyés en 2000, que j'ai envoyé moi-même personnellement au nom d'une coalition d'ONG donc à que cette comité du pardon présidentiel. Sur les 4900, 200 sont sortis de notre liste. C'est pas mal, mais c'est très peu. Ok. En même temps, on a recensé combien de personnes ont été relâchées dans les 2 ans depuis l'établissement de ce comité. Environ 2300, 2500 ont été relâchés, c'est très bien, mais 8000 ont été arrêtés, nouveaux. Donc, si on parle de prisonniers politiques en Égypte, aujourd'hui, on a plus de prisonniers politiques avec juste un calcul mathématique facile. On a plus de prisonniers politiques aujourd'hui qu'on en avait quand le dialogue national a été appelé. Le dialogue national, c'est très important, c'est très joli, ça a l'air beau avec les médias, avec les diplomates étrangers, la stratégie nationale aussi, mais quels sont les résultats ? Il y a des ONG qui ont décidé d'aller au dialogue national, qui ont proposé des législations comme le Freedom of Information Act, qu'il y ait une loi pour la liberté d'information. Justement, pourquoi ? Pour combattre la corruption. Et une recommandation a été envoyée au président. Le président a dit qu'il allait l'envoyer au Parlement il y a 2 ans. Il y a 2 ans, la corruption a continué en Égypte. Et on n'a toujours pas de loi pour la divulgation de l'information publique pour qu'on puisse utiliser cette information-là. Sur la corruption, en 2015, le président a promulgué un décret de loi lui permettant et lui donnant l'autorité de démissionner tous les présidents des organes d'audit. Okay? Donc ces organes qui sont censés être indépendants, leurs présidents maintenant, s'ils font quoi que ce soit que le président de la République n'aime pas, il va les remplacer par quelqu'un d'autre. Le judiciaire, en 2018, on a vu un amendement de la loi ou le code sur le judiciaire, oui, moins d'une minute, sur le code du judiciaire permettant au président de choisir les chefs de chaque organe judiciaire. D'accord ? Avant ça, c'était la seniorité. Donc, toutes les institutions qui sont censées aider le combat de la corruption sont en fait menées par une concentration de pouvoir. Et on sait, une concentration du pouvoir, c'est la corruption absolue, politique, économique et sociale. Nous faisons beaucoup d'efforts pour relâcher les gens, pour faire relâcher les gens. Mais ce n'est pas nous qui les détournons. Hein. Ce n'est pas nous, c'est un judiciaire qui n'est pas indépendant, qui reçoit ses ordres des services de sécurité directement. On connaît des juges sur la tribune qui ont décidé devant nos avocats de relâcher un avocat, Mohamed Ramadan, un avocat d'Alexandrie qui était détenu pendant 3 ans en provisoire. Le juge a dit, OK, pour les raisons médicales, on va le relâcher. Il a ordonné son relâchement. 5 minutes plus tard, il a reçu un coup de fil dans sa chambre. L'officier l'insultait assez haut pour que les avocats entendent la voix de l'officier qui l'insultait. OK ? Et il a changé la décision. Il lui a donné 45 jours de détention. Ça, c'est l'état de notre judiciaire. Sans judiciaire indépendant, on aura toujours la corruption, on aura toujours la répression politique et on sera des peuples soumis à tout le monde. Merci. أولا أريد أن أشكر الزميل من موريتانيا. أنا أقول قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد، وأتضامن معكم وأتضامن مع جميع مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي كذلك. ومسألة التشبيك واردة، ونحن حتى في صدد هذه الندوة فهي محاولة كذلك للتشبيك بيننا وتفعيل ربما بعض الائتلافات التي كانت موجودة، يجب تفعيلها.
بالنسبة للدياسبورا التونسية في الخارج نقول كذلك قضيتنا واحدة، وبالتالي نقول حركات التحرر التي وقع خوضها قديما وفي جميع العالم وقع خوضها من الخارج حتى في تونس. وبالتالي أرى أنه دور كبير جدا للتونسيين الذين يوجدون حاليا خارج البلاد، وأتضامن مع كل من لجأ إلى أي بلد كان هربا من ما يقع حاليا في تونس. بالنسبة للحق في الصحة وغيره، الصديقة من مصر أعتقد عرفتك من اللهجة من ما قدمتش روحك. احنا نقول الحقوق لا تتجزأ، ليس هناك حق أبجل باللهجة التونسية سامحني، ليس أولى من حق آخر. وبالتالي عندما ندافع، ونعطيك مثل غابيتمون بشكل برقية، ليس هناك لا ندافع عن حق ولا ندافع عن حق آخر. ثم مثال هناك زاد في الدول نتاعنا دول الجنوب يخيرون بين الأمن والحرية. تحب الحرية ما ثماش أمن، تحب الأمن نقيد لك الحرية، لا ما نختارش أنا نحب الزوز. هذا هو يجب أن نطالب بالحرية والأمن، يجب أن نطالب بجميع الحقوق، ليس هناك حق أولى من حق آخر. والحق الصحة ماهوش أبجل من حق التعبير ولا أي حق كان. هذا بشكل برقية. والحل باش نعطيك مثال قبل ما نتعدى للسؤال الأخير. هناك مثلا مسألة المهاجرين جنوب الصحراء في تونس، ما عندهمش النفاذ إلى الصحة العمومية. يقول لا هم التوانسة ولم يجدوا الحق في فراش فما بالك. لا، كيف أنا كما أدافع على التونسي أدافع كذلك على المهاجر من جنوب الصحراء، ولا أدافع عليهم كيف ما عنديش فرق، خاطر بالنسبة لي إنسان هذاك. وأخيرا الحل منتصر، الحل تشبيك ثم التشبيك على مستوى وطني، تشبيك على مستوى إقليمي، وتشبيك على مستوى عالمي. وهذا هو. شكرا للجميع. Merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants, et à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Bien évidemment, solidarité avec toutes celles et ceux qui poursuivent ce combat au-delà de cette salle. Je m'excuse si j'ai pas donné la parole à tout le monde. J'ai confiance en Committee for Justice pour nous réunir à nouveau dans un autre cadre pour continuer ces discussions. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Merci à